Allez, je vous propose de démarrer. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue pour ce nouvel exemplaire de webinaire de Simco Consulting. Nous allons traiter donc aujourd'hui de la problématique de la conception et la réorganisation d'un entrepôt à haut niveau de picking, partir d'une feuille blanche ou bien partir d'un site existant qui peut rajouter quelques complexités. Avec au programme, comme d'habitude, on va commencer par une petite présentation de qui nous sommes, Simco Consulting. Voilà, l'entrepôt, on parlera donc de l'actualité de l'entrepôt. Pourquoi est-ce qu'on souhaite, on a des projets de réorganisation, d'aménagement, d'investissement et qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Ensuite, 2 points sur le picking. Un qu'on va plutôt aborder en mode innovation, avec notamment un point et un focus spécifique sur la partie méthodologie, puisque même si on choisit la meilleure des solutions, à un moment donné, il faut pouvoir l'identifier, il faut avoir des critères d'entrée, et il faut avoir une méthode carrée, j'allais dire, pour pouvoir procéder. On parlera des notions d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme outil d'amélioration continue pour améliorer nos pickings quand on a donc des difficultés ou des besoins donc de progresser. Et puis donc les conclusions. Et comme d'habitude, je vous propose au fil de la présentation de poser vos questions à travers le chat et je m'efforcerai d'y répondre à l'issue de ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions ou si on n'a pas le temps d'aborder l'ensemble des questions à l'issue du webinaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai par mail dans la foulée. Alors, nous sommes donc Simco Consulting, cabinet conseil en logistique et supply chain, d'origine italienne. L'entreprise a été créée en 1981 à Milan. La filiale française existe depuis 2021 et nous sommes basés ici à Chalon-sur-Saône. 2400 clients, 600 projets avec un gros focus intralogistique, c'est la spécialité maison de Simco, des éléments supply chain également et de la formation. Je vous parlais d'intralogistique puisque donc on va parler au sein de, donc avec nos clients et dans notre offre d'organisation de réseau de distribution, de master plan, de logistique d'entrepôt avec toutes les déclinaisons que vous pouvez voir, la conception, la réorganisation, des entrepôts les plus traditionnels aux plus automatisés, un outil de simulation de flux qui permet d'avoir une assurance, une garantie à avoir un investissement, des actions d'amélioration continue, on va l'aborder également aujourd'hui. Et puis donc toute la partie identification des outils et des systèmes d'information en général, et notamment la partie WMS. On accompagne également nos clients sur des projets d'externalisation, soit des chargeurs qu'on aide à élaborer donc un cahier des charges et à aller identifier le prestataire logistique qui va bien, sur des prestataires logistiques que l'on va assister pour répondre à des appels d'offres de chargeurs. Voilà, et on utilise aussi donc des outils du Lean et on a donc, je vous le disais, donc une activité de formation puisqu'on est certifié Calliope depuis 2022. Quelques-uns de nos clients s'affichent ici sous vos yeux. On intervient sur la France, on intervient sur les pays limitrophes, mais on intervient surtout là où les clients nous demandent d'intervenir. Donc, on dépasse les frontières bien souvent à l'initiative et à la demande de nos clients. Un petit clin d'œil sur Simco, SIMCO, S de service, on apporte des services, des prestations intellectuelles, d'accompagnement, de formation, ne sommes pas fournisseurs de technologie du marché ou du système d'information et on reste indépendant très clairement et on souhaite le rester vis-à-vis donc de l'écosystème et des catalogues produits des différents fournisseurs. L'innovation, on assure malgré tout et en collaboration avec ces mêmes fournisseurs donc d'éveil technologique sur des compétences multisectorielles également, puisque vous avez pu le voir à travers nos clients, on intervient aussi bien sur des activités industrielles que des activités pharmaceutiques, cosmétiques, que de la distribution, la grande distribution également, des grossistes, des industries. Et la prestation logistique. Donc, on a un panel dans nos 600 clients qui nous permet d'appliquer des méthodologies croisées, j'allais dire, secteur, et pour des clients, j'allais dire, du plus petit client au grand groupe présent à l'international. Je reviens sur la signification avec l'EM de méthode, hein, la méthode qui fait ses preuves avec 600 clients, 2400 projets, un COF 1 pour 4.
le C de changement, on accompagne, on procède à des études de faisabilité, mais on vous accompagne également sur la partie mise en œuvre des solutions préconisées, une fois le choix réalisé. Et puis le O d'opération ou d'opérationnel, puisque chez Simco, on va collecter votre stratégie et l'appliquer et la transformer en tactique opérationnelle. On va chausser les chaussures de sécurité et on va pas réaliser en tout cas votre stratégie en elle-même. On va bien la transformer, la collecter, la transformer. Alors, les défis des entrepôts aujourd'hui, on la connaît tous. Si vous êtes connecté, c'est que vous êtes confronté donc à ces défis. C'est une augmentation permanente des contraintes, du nombre de références. Alors, je vais préciser, mais vous aurez évidemment le support de webinaire vous sera adressé donc à l'issue de cet exercice. Donc, vous pourrez lire et prendre le temps de regarder tout ce qu'on peut vous argumenter dans ces différents slides, mais donc la croissance du nombre de références, une évolution qui nous emmène vers plus de préparation de petites quantités, donc des transformations plutôt de gros volume en petit volume, un nombre de références qui est croissant, je l'ai déjà dit, qui est lié donc aussi au fait que on a un secteur géographique de plus en plus important à couvrir. On fait face à un monde qui est VUCA, donc qui est incertain. Il y a la géopolitique qui rentre en cours au niveau français et au niveau donc international également. Les préparations retardées, tout ce qui est demande de kitting, d'étiquetage de dernière minute, etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nos entrepôts, l'essor du e-commerce, quand bien même il y a une petite stagnation aujourd'hui suite Covid, mais tous ces éléments font que on a besoin de faire évoluer nos activités, de tendre vers peut-être plus de picking, de tendre vers moins de gros volumes. Et à un moment donné, donc on est obligé de repenser nos entrepôts. On va le repenser avec un point clé qui est notre point mort finalement en logistique, c'est qu'à un moment donné, on va donner des moyens à cet entrepôt, on a besoin de rentabilité, donc on va investir, donc on va générer des coûts forcément pour mettre en place nos organisations, pour répondre à un besoin, pour répondre à une évolution des chiffres d'affaires. À un moment donné, une fois qu'on atteint un niveau de qualité requis, alors, il faut évidemment ne pas s'endormir sur ses lauriers, mais il y a des fois des dépenses qui ne sont pas forcément utiles puisqu'elles ne ramènent pas forcément donc, de qualité ou de chiffre d'affaires supplémentaires. Et donc, peut-être la surqualité ou peut-être le surdimensionnement de nos activités fait qu'on va plutôt tomber dans le rouge dans nos entrepôts. Et l'idée, c'est évidemment de trouver le bon seuil, le bon investissement au bon niveau pour avoir derrière ce retour sur investissement et pour continuer à avoir donc plutôt une valeur ajoutée de l'entrepôt et considéré comme tel plutôt qu'un centre de coût. Si on se concentre et on se focus maintenant sur le sujet du jour, le picking, pourquoi est-ce qu'on parle de picking dans l'entrepôt? Parce que c'est la première, nos entrepôts sont des histoires d'hommes. Quand bien même on a de l'automatisation, on a quand même des hommes derrière avec des métiers différents, mais on a quand même ces hommes derrière. Et donc, l'entrepôt, est une activité d'hommes et de femmes au quotidien. Et quand on regarde sur un panel significatif de nos clients, on va se rendre compte que sensiblement, à l'intérieur de l'effectif opérationnel de l'entrepôt, moitié des effectifs va être concernés par des opérations de picking, un quart par des opérations de réception. Donc la réception, le picking, et donc cette partie préparation de commande qui occupe 50% de nos effectifs, forcément, on a besoin de la chouchouter, de la travailler avec des travaux de petite ou de grande ampleur, mais en tout cas, ça doit rester un point important dans nos réflexions d'exploitants d'entrepôt, de manière à pouvoir assurer la qualité du travail et puis donc de respecter la triptyque de logistique, le bon produit au bon endroit, au bon moment. Une petite définition, si besoin, donc du picking, un prélèvement sélectif d'articles individuels à partir d'unités de charge, de conteneurs, d'étagères,
pour la préparation d'une ou plusieurs commandes avec une ligne de commande ayant une quantité différente d'une unité de charge palette. Cette phrase peut d'ailleurs varier si on est sur du FIFO strict et si on a besoin de vider d'abord un emplacement, un lot, une DLC sur une adresse picking avant de taper sur la palette suivante. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, on a une notion de coût aussi. Hein. Faire de la préparation de commandes à l'unité, forcément, a un coût supérieur et supplémentaire à sortir une palette complète. Malheureusement, tous nos clients ne veulent pas recevoir chez eux de palette complète, donc on est obligé de passer par cette notion de préparation et de pic. Deux méthodes qu'on va développer ensemble, si vous le voulez bien, pour répondre donc à ces évolutions et à ces contraintes de haut niveau de picking, hein, ce qu'on appelle dans les entrepôts. On va parler d'innovation et on va parler d'amélioration continue. L'innovation, l'investissement est plutôt lourd, ça touche l'infrastructure des bâtiments, ça peut toucher donc des investissements de matériel, intralogistique, du convoyage, de l'automatisation. On va prendre, j'ai coutume de dire, on prend l'ascenseur, c'est-à-dire qu'on a une gestion de projet, on prépare le terrain, on perce la dalle, on amène l'électricité, on a tout ce qui va bien et on prend l'ascenseur. Amélioration continue, on va plutôt faire des investissements légers. Donc, on va gravir plutôt les marches petit à petit. Donc, on va plutôt prendre l'escalier. On va rester au même objectif, mais au lieu de passer un seuil d'un seul coup, on va passer plutôt plusieurs petits seuils. Et donc, voilà, donc on a deux objectifs, deux moyens différents d'y arriver. Il n'y a pas de meilleure solution l'une par rapport à l'autre, puisque on est vraiment dans des choses qu'il faut qu'on appréhende de manière très spécifique et sans forcément appliquer un standard, parce que c'est une des erreurs aujourd'hui que certains peuvent connaître ou peuvent avoir vécu. On voudrait bien mettre le système ici parce qu'on l'a vu sur un salon, parce qu'on l'a vu dans l'entrepôt de l'autre côté de la rue et que ça marche, et donc on l'installe et à la fin ça ne marche pas. Et donc ascenseur, escalier, deux méthodologies différentes à prendre pour trouver la bonne et la meilleure solution. Alors, avant d'attaquer la partie méthode et technologie, donc on va commencer plutôt par des scénarios technologiques avant de passer sur la partie amélioration continue. Juste une petite prise de recul par rapport à ce qu'on attend et ce qu'on cherche quand on retravaille un picking. C'est toujours nécessaire de garder bien focus son objectif. On va avoir un besoin de productivité, puisque ce sont des hommes, ce sont des ressources humaines, donc il y a des coûts derrière, de masse salariale et autres. Donc on va attendre dans notre organisation picking de faire des gains de productivité. Mais malgré tout, on va attendre aussi de la fiabilité. Ça, c'est quelque chose qui est capital, parce que si on met, par contre, je disais tout à l'heure, attention à la surqualité, si on ne met pas assez de moyens et que derrière, on envoie à nos clients des commandes en retard ou avec des anomalies, des erreurs de la caisse, etc., on n'est pas sûr d'avoir des clients très longtemps. Et donc, c'est vraiment ces deux focus sur lesquels on va beaucoup insister, productivité, fiabilité. Comment ça se décline? Il y a une partie productivité sur laquelle, surtout quand on est sur un entrepôt très manuel, avec un joli coefficient donc, de main-d'œuvre, on va évidemment aller s'attacher les services d'un bon WMS qui va nous permettre justement d'économiser des trajets, d'optimiser les surfaces de stockage. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a qu'une heure devant nous. Par contre, notre prochain webinaire qui est programmé le 9 octobre, c'est un petit coup de pub, sera dédié à ces systèmes d'information logistique, dont une grande partie sur la partie WMS. La productivité, on va l'atteindre aussi dans un ratio d'investissement, j'innove, où je mets plutôt des gens en place à travers deux philosophies de préparation, le goods to person, la marchandise vient donc aux opérateurs, ou le person to goods, scénario de technologie, je veux dire, traditionnelle d'entrepôt, où c'est le préparateur qui part avec son chariot, son matériel de manutention, et donc qui va chercher, qui va faire son prélèvement picking. Et là, on va plutôt être sur la partie amélioration outils. La fiabilité, elle, comment on y répond? Avec des bons outils, on en a parlé de WMS, avec des bonnes conditions de travail évidemment, des bons aménagements de poste de travail, mais aussi des interfaces
homme-machine. C'est important d'avoir ces notions. C'est quoi l'interface homme-machine? C'est l'interface qui va nous permettre, c'est l'élément qui va nous permettre de communiquer avec une machine, de recevoir une consigne, un ordre, de valider une consigne ou un ordre. Alors on l'a avec des notions de PDA, on peut l'avoir avec des notions donc pour flasher du code barre, pour flasher ou pour lire les puces RFID. On peut l'avoir avec des notions de lecteur, etc. Ça, c'est important de bien travailler et on verra quelques exemples d'interfaçage qu'on peut avoir dans nos entrepôts pour faciliter justement et préserver les mains libres au plus possible de nos opérateurs. Un petit slide ici qui vous permet de situer finalement d'un niveau d'automatisation, donc des solutions les plus traditionnelles aux solutions automatisées. Alors, on n'est très certainement pas exhaustif sur ce visuel. Par contre, ça donne quand même des bonnes idées d'outils qui existent qu'on va développer ensemble. On va en parler dans les minutes qui viennent. Donc, les solutions les plus traditionnelles, donc là où on va être sur des process plutôt person to goods jusqu'aux solutions les plus automatisées, on va justement passer dans le contraire, donc du goods to person, donc avec des solutions qui permettent d'éviter de se contenter de faire des prélèvements sur des palettes posées au sol, de se baisser sans arrêt, de prendre des charges peut-être un peu trop lourdes ou n'importe. Donc l'aménagement des postes, c'est quelque chose de très important, surtout en solution traditionnelle, mais aussi en solution automatisée, où on va pouvoir se permettre le luxe de faire des préparations multi-commandes et d'avoir derrière donc, des notions de dispatch de ces commandes. Alors le même focus ici, mais sur la partie donc vraiment spécifique donc où on va plutôt aborder du persons to goods au goods to person, voire au goods to robot, puisque aujourd'hui on le voit sur le marché. Quand on est en bout de ligne et quand on a des colis qui arrivent sur des convoyeurs vers des préparateurs, finalement on nous annonce on a des capacités, des cadences de préparation qui sont largement supérieures aux capacités humaines. Et donc on peut à un moment donné commencer sur des postes très répétitifs et avec une qualité de prélèvement, de pose et de dépose qui commence à être très intéressante. On peut imaginer avoir donc des bras de robots qui vont récupérer le produit, la marchandise pour la déposer dans un bac ou dans un contenant destiné à la préparation de commandes. Et donc, c'est là qu'on appelle donc, le goods to robot, c'est la phase d'après. Et aujourd'hui, la plus grande partie des fournisseurs de solutions intralogistiques vont jusqu'à se proposer donc, ces notions donc, de bras de robot. On distingue ici donc à nouveau donc des notions de technologie et puis donc ce qu'on a identifié comme outil d'aide à la préparation. On va se rapprocher finalement de cette interface homme-machine, des éléments qui permettent de valider, de confirmer et de faciliter la manutention et de fiabiliser surtout la préparation pour éviter donc avec des notions de détrompeur par poids, par code barre, par QR code, par RFID, donc des notions donc de code de sécurité. Donc pour sécuriser la préparation, c'est bien sûr le produit que j'ai en main et qui est commandé par le client et la quantité qui a été commandée également. C'est toujours délicat, hein, on fait attention en général sur la quantité parce que on a besoin de 3, on valide qu'on en prend 3, et puis on en prend un, puis un deuxième, et puis on fait autre chose, on oublie le troisième. Pourtant, je l'ai validé, mais à un moment donné, donc, il est resté à sa place où je l'ai positionné sur un mauvais colis. Et donc, on va voir comment on peut détromper tout ça. Quand on parle de picking, alors on peut faire du picking et du prélèvement sur palette. On a aujourd'hui des systèmes, là aussi en innovation, des systèmes automatisés qui peuvent nous présenter des palettes sur des postes de conditionnement, de déconditionnement, et on fait du prélèvement sur ces postes. Quand on fait du picking, on raisonne plus sur des petits colis et avec une notion également de standard sur des tailles de bacs. On va en général parler de bacs de 600 par 400, 600 mm, 400 mm, des hauteurs qui sont aménageables en fonction donc, des différentes technologies et du poids qu'on va souhaiter mettre dans ce bac. Mais donc, on va plutôt raisonner dans les systèmes que je vais vous montrer derrière en bac 600 par 400.
Alors, une solution qui est intermédiaire, j'allais dire, entre le tout automatisé et le manuel, mais qui est quand même qui rentre dans la catégorie bout de sous-personne, ce sont les étagères mobiles. Nous avons donc une optimisation de l'espace et donc des AMR, des robots qui viennent récupérer les étagères par-dessous, qui viennent les présenter les unes après les autres à un préparateur qui, lui, donc, il y a un système qui permet d'aller chercher, on le verra tout à l'heure, dans les interfaces homme-machine, qui s'appelle du pick to light, c'est-à-dire qu'on a une lumière qui s'allume au bon emplacement. On vient chercher le produit, on valide sur un écran la quantité, on se retourne, on le met dans un des casiers que vous voyez sur le visuel sur la droite de l'écran, un casier ou un colis, une caisse est égale à une commande pour un client ou plusieurs commandes pour un même client, en tout cas une même destination, le cas échéant. Et donc, on vient positionner et là, on peut avoir du put to light. Donc, on pose là où la lumière s'est allumée, donc on pose le colis. Donc là, c'est des interfaces homme-machine justement qui permettent de détromper tout ça. Et donc, le temps qu'on pose et qu'on valide le fait qu'on a posé le colis, un autre robot aura évacué l'étagère, amené une autre étagère et nous propose la préparation pour le client suivant, pour la commande suivante. L'avantage, c'est qu'on va optimiser, on va mutualiser le système d'information de l'étagère mobile, va amener les étagères dans un ordre intelligent en fonction de la règle de préparation qu'on aura lancée. Et donc, on va pouvoir ici collecter, peut-être sur une même étagère, préparer des commandes pour 3 clients différents avec le même mouvement robot, la même étagère, ce qui va nous permettre des gains de circulation et des gains de temps. En termes de picking, on peut aller exploiter ce qu'on appelle les AMR, les AGV, les ACR, c'est-à-dire qu'on va avoir deux utilisations différentes. On commence aujourd'hui à avoir des AGV grande hauteur qui nous permettent de stocker des bacs dans des étagères assez hautes qu'un piéton, un opérateur ne peut pas atteindre, sauf en logistique manuelle où on va avoir un préparateur de commande, c'est-à-dire qu'on va monter en hauteur pour prélever directement sur des racks dans des palettes ou sur des colis. Cet AGV ici qu'on voit vient, récupère un certain nombre de bacs pendant son chemin de préparation finalement et vient les mettre à disposition à hauteur, donc sur une table de préparation au niveau du préparateur. On a un autre système ici d'AMR, avec différentes alternatives qui, grosso modo, vont suivre un préparateur piéton. Donc là, on retourne dans le man, enfin la personne to goods. Donc ce piéton va faire sa préparation, va se retourner, va mettre sa préparation sur les bacs. On peut avoir des systèmes avec des étagères multi-commandes également qui suivent, avec des détrompeurs possibles, on détecte le passage de la main par exemple par infrarouge. On a des détecteurs de bac, on a des détecteurs pondéraux, on a donc tout un tas de panels de solutions qui existent aujourd'hui pour vraiment garantir que je suis devant mon point de prélèvement, je prends mon produit, je le mets au bon endroit avec la bonne quantité, je garantis que c'est le bon produit. Derrière, une fois qu'on a fait ça, et que par exemple l'étagère est pleine ou qu'un bac est plein, l'AMR va emmener ce bac vers le bout de ligne, finalement, ce qu'on appelle le bout de ligne, c'est-à-dire on va mettre en colis, étiqueté, fermé, etc., et positionné pour le départ transport. Et un autre AMR va amener une autre étagère, rejoindre le préparateur de commande qui va poursuivre sa commande. Donc ici, on est sur des assistances qui vont nous permettre d'éviter finalement des allers-retours incessants au niveau des préparateurs. Des technologies un petit peu plus connues, mais qui ont tendance à évoluer en ce moment avec des options plus sympathiques. On est sur des carrousels verticaux, les armoires verticales. Ici, on a un système de shuttle, c'est-à-dire qu'on a des plateaux qui viennent passer par un passage central au milieu et qui viennent se stocker de chaque côté de ce passage et puis être présenté en bac. L'avantage, c'est qu'on présente un plateau, on peut préparer le plateau suivant à l'opérateur. On est ici sur un système, ici c'est quand même la personne to goods puisque c'est le préparateur qui va vers cette armoire, qui fait sa préparation et qui ensuite doit
consolider cette préparation très certainement avec des produits qui sont stockés également dans d'autres armoires. Donc, on peut avoir des systèmes de convoyeurs et de garde qui permettent aussi de consolider une même préparation à plusieurs préparateurs. C'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans nos organisations, pouvoir découper des préparations de commande et les confier donc à plusieurs personnes et pouvoir avoir cette notion de consolidation derrière. Soit on consolide parce que chacun a ramené son contenant, soit on a un seul contenant qui fait le tour entre les différents postes de préparation et qui, une fois arrivé donc en bout de chaîne, contient une commande de manière intégrale ou quasi intégrale si on doit la consolider avec des préparations de plus gros volume de type palette. La même chose ici, mais on est plutôt sur des notions donc de carrousel, hein, c'est-à-dire qu'on a des plateaux qui tournent, donc ça c'est des choses qu'on connaît historiquement sur ces armoires verticales. Et puis donc on a aussi le carrousel qui mixte l'horizontal et le vertical, donc qui permet là aussi d'optimiser, d'obtenir une cadence un peu plus sympathique en termes de préparation. Ici, on s'adresse plutôt sur des pièces de petit volume et avec de la disponibilité sur de la grande hauteur. On a ici donc à l'écran ce qu'on appelle le vertical buffer. Donc, on a un système donc, de rangement de bacs. Certains clients s'en servent en tant que tel pour du stockage et de la préparation. D'autres vont s'en servir, comme son nom l'indique, en termes de buffer, c'est-à-dire que j'ai une préparation, on est dans du frais par exemple, ou on est dans des activités un peu spécifiques. J'ai fait ma préparation, je la mets dans un bac et je rentre ce bac, donc plutôt que l'avoir un peu partout sur les quais, dans des échelles, dans des racks posés à même le sol ou n'importe, cette préparation, je la mets à l'intérieur de mon buffer et j'attends soit que mon client vienne, soit que j'ai une autre partie de commande qui soit disponible pour la consolider. Donc ça permet de faire de la préparation en temps masqué et ensuite de consolider et de remettre à disponibilité donc les produits là aussi au bon moment et pour la bonne commande. On rentre maintenant dans des innovations un petit peu plus conséquentes. Alors, quand j'ai innovation, c'est un système qui existe quand même depuis quelques années. On est ici sur un mini-load. Le mini-load, c'est comme un transstocker, mais en plus petit. C'est-à-dire que c'est un transstocker qui va prendre donc, soit des colis directement, soit des bacs, les fameux bacs 600-400. On peut avoir des aménagements avec des dimensions un peu différentes selon les fournisseurs et leur possibilité de sortir d'un standard ou pas. On peut être sur du stockage multiprofondeur. Et donc ici, on a des allées qui peuvent monter de manière assez haute en termes de densification. Là aussi, on a un webinaire qui est prévu sur l'automatisation pour raisonner en mètres cubes dans l'entrepôt. Il est prévu sur la fin d'année. On peut monter jusqu'à 25 mètres. En standard, on monte plutôt jusqu'à 18 mètres. Inférieur, c'est un petit peu difficile d'aller chercher un retour sur investissement. Et donc, on a des grandes allées avec des bacs. Et donc, cette grue qui va chercher des bacs et qui va les ramener sur des postes de préparation. Et on parlera tout à l'heure de l'aménagement de ces postes de préparation. Dans le même esprit, mais avec une technologie différente, puisque là, c'est donc ce qu'on appelle des shuttles, hein, c'est des navettes qui vont se balader donc, en une, deux ou trois dimensions donc, dans le stockage, donc soit par élévateur, soit elles sont autonomes pour grimper. Donc on a ici donc, un stockage très densifié de bacs. Là aussi, on peut rentrer dans des allées donc multiprofondeurs, mais avec des grandes profondeurs, avec un objectif de diminuer ici donc l'impact de l'emprise au sol donc du système. Donc, vous voyez, on parle de picking, mais on parle aussi d'optimisation de mètres carrés à travers donc, ces notions de stockage. Donc, on peut aller sur pas mal de profondeur. On a une cadence qui est assez élevée, donc qui nous permet aussi de répondre aux besoins des clients et qui est relativement sécurisée. On avait tout à l'heure le mini-load où on a une grue et une seule qui rentre dans une allée. Ici, on peut mettre en place donc un nombre de navettes qui va plutôt être adapté aux besoins de flux ou de sécurisation, voire des systèmes avec certains fournisseurs de navettes qu'on peut avoir en courte durée pour passer des pics d'activité. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant et assez innovant. Et là aussi, on va être connecté sur des
sur des postes de travail, donc avec des notions qu'on peut aménager donc, pour prélever et poser des produits. Bon, ben, qui ne connaît pas aujourd'hui la solution qu'on appelle ici stockage cubique, mais elle est rouge et forcément on va parler d'AutoStore, sachant qu'AutoStore n'intègre pas en direct ces produits, mais passe par donc des intégrateurs. Ben, l'AutoStore, c'est du stockage en bac qui sont empilés les uns sur les autres avec un robot qui vient donc les dépiler pour aller chercher le bon bac et le proposer donc à un opérateur, là aussi sur un poste de travail. On gagne énormément en ratio, donc je pense que c'est la solution la plus densifiée en termes de nombre de colis ou nombre de bacs au mètre carré, au mètre cube. On est quand même relativement limité donc, sur la hauteur, donc voilà, pas besoin d'avoir un entrepôt grande hauteur quand on va chercher ce type de technologie. La cadence, elle est livrée donc par rapport à un nombre de robots qui donc tournent au-dessus de la grille, donc au dernier niveau donc de la solution. On a un ratio à respecter ici entre la quantité de stockage, puisque si j'ai une petite grille avec beaucoup de mouvements, ben, les robots vont générer de la coactivité, donc on ne va pas être aussi fluide qu'on l'espère. Donc il y a un ratio qui est assez capital et important donc, à déterminer ici. Et on commence à avoir donc, des solutions multitempératures également, y compris de la température négative sur ces solutions. Le même titre, au même titre que l'AutoStore, on l'appelait stockage cubique. Le ClimRobot ici, où on est donc sur un système de robots. C'est le même robot qui prend en charge son bac de la station donc, de remplissage des bacs ou jusqu'à la station de prélèvement et qui va aller lui-même gravir les étages, les allées pour aller positionner donc, le bac en stock. Là aussi, l'importance du picking se fait avec une notion de cadence, de capacité, là aussi avec des notions d'aménagement, donc de poste de travail. Et donc, bah, la solution qui s'appelle Exotec, que vous connaissez, puisque vous avez reconnu la couleur et le modèle, permet donc d'avoir des cadences très, très fortes. Je vous parlais tout à l'heure des notions de robots, parce que on est capable ici, par poste de travail, d'aller jusqu'à 500 bacs par heure, 506 par heure. C'est quand même pas négligeable, avec des notions, tous ces systèmes donc, qui fonctionnent avec des notions de shuttle et de robot qui sont très économes en termes d'énergie et de consommation électrique. Je passe rapidement hein, sur les technologies, vous l'aurez compris, hein, puisque on a un temps qui est limité, encore une fois. Vous aurez la présentation et on se tient à vos dispositions pour tout complément d'information. Ici, on est sur une notion de ce qu'on appelle le cross-belt. C'est un convoyeur sur lequel on a des colis qui passent. Donc, c'est des petits convoyeurs les uns derrière les autres. Un colis par unité de convoyage. Et donc, on a des systèmes donc, de rotation. Et quand le colis passe à côté de sa gare de destination ou de son oui, de sa zone finale. On a des systèmes, alors soit ils vont tomber, il y a une ouverture par le dessous, soit le tapis s'incline de manière à faire tomber, à faire glisser donc, le colis ou le produit en question au bon endroit. Et donc, c'est quelque chose qui permet d'atteindre vraiment des grosses cadences, hein, très grosses cadences ici, mais avec une efficacité qui est assez remarquable. La notion de airframe qui ne s'adresse pas à tout le monde puisqu'on est sur des petits colis type médicaments, type tabac, vraiment de petite taille et relativement homogène, où on va avoir ici donc le besoin donc de dépoter, d'alimenter donc les articles à l'unité, les boîtes à l'unité pour les glisser donc sur ce plan incliné, et on a un convoyeur au milieu donc qu'on peut voir donc à l'intérieur du A. Sur lesquels donc, on va faire tomber les produits qui correspondent à des besoins, à des commandes. Ben forcément, il y a un besoin de retrier derrière, de relire et de dispatcher par destinataire. Mais c'est un système qui va vraiment offrir une grande cadence sur ces petits articles et qui va éviter d'avoir des opérateurs qui font que des allers-retours sur des petites quantités, des petits volumes, et en général qui vont avoir de la coactivité sur ces activités. On sort un petit peu de technologie en elle-même, on va parler plutôt interface machine et on va parler également
aménagement des postes de travail, où vous avez ici des notions sur les interfaces machine, de vision picking. Vous avez ici la voice picking, hein, c'est la confirmation par un code détrompeur qui permet d'avoir les mains libres. Vous avez des aménagements avec la notion de put to wall, on l'a vu tout à l'heure. Donc put to wall, c'est je mets put, c'est un principe du put to light. Là où ça c'est clair, je pose mon colis, je valide. Je constitue petit à petit une commande. Donc on peut être en bout d'un iframe si vous voulez, ou de tout système qui va sortir des colis. J'ai 5 colis, je vais les dispatcher pour 3 clients. Puis j'ai des colis qui arrivent après, des autres références, j'ai un dispatch pour d'autres clients. Je remplis mon mur. Une fois que j'ai un casier avec une commande qui est complétée, je vais avoir de l'autre côté, là aussi, une lumière qui va s'allumer, plutôt en vert en général. Ça veut dire ma commande est prête et je vais avoir un opérateur qui va venir pouvoir consolider, récupérer cette commande, la mettre dans le colis et la faire partir ensuite sur l'étape suivante. On peut avoir l'équivalent, ce qu'on appelle en put to cast, c'est-à-dire que on sait directement prendre des cartons et en mode précolisage, c'est-à-dire que le WMS aura estimé le volume et la taille du carton qui va accueillir les produits et donc qui va être associé à un emplacement sur le chariot. On pousse le chariot ou alors on a des systèmes qui viennent par-dessous nous le conduire et donc on va pouvoir mettre le bon produit au bon endroit. Le pick to light qui permet sur une notion de convoyage aussi, on peut imaginer avoir, là on est plutôt en semi-automatique, des étagères gravitationnelles, on alimente les pickings par l'arrière et donc devant on vient récupérer les colis et donc chaque opérateur reste sur une zone de travail déterminée, on vient alimenter le carton et puis soit le carton s'arrête pour l'opérateur, soit on a 2 convoyeurs avec un système de gare et donc le carton sort de convoyeur et ne retarde pas les autres. Et donc, on va pousser ensuite le carton sur les autres opérateurs avec un système, là aussi, de détrompage et de sécurisation, avec le pick to light. Des notions de point de décision, des pickings par gravité avec ces notions de convoyeur. Et puis, si vous avez quelques aménagements de postes de travail, on voit des postes qui s'adaptent aux opérateurs en termes de hauteur avec des tapis anti-fatigue. Attention, hein, quand on est dans un système automatisé, on dit oui, les opérateurs n'ont plus à faire X kilomètres ou X dizaines de kilomètres par jour dans l'entrepôt. Mais rester figé sur un point donné à recevoir des bacs, prendre des produits, les déposer dans d'autres bacs et repartir les bacs, etc. C'est quelque chose qui est quand même d'une exigence aussi très, très, très forte. Hein. Donc, il faut aménager aussi des rotations de postes parce que tenir 7 heures sur le même poste de travail, c'est pas forcément évident. Donc, on aménage ces postes, on fait en sorte qu'ils soient à la bonne hauteur, on fait en sorte que les écrans soient à la bonne hauteur, qu'on n'ait pas un corps tordu sur 7 heures sur la journée, de manière à faciliter le travail et on facilitera d'autant à la fois la productivité et à la fois la fiabilité de la préparation. Bon, vous avez ici quelques exemples d'aménagement ou ce qu'on appelle le layout, hein, d'implantation, avec ici des postes de prélèvement sur palette, parce qu'on a parlé plutôt de petits volumes, mais aussi on fait du picking sur palette. On l'a aussi en bout de sous-personne ici. Et donc, on vient faire du picking, soit sur des palettes complètes, soit du picking partiel. On a une zone de consolidation qui va nous permettre derrière de préparer une commande intégrale pour la mettre sur l'étape suivante de filmage, cerclage, etc., tout ce qui va bien, pour sécuriser et pour ensuite identifier le colis en fonction de son destinataire. Autre exemple d'organisation et là aussi d'automatisation et de picking, puisqu'il ne faut pas négliger cette phase de palettisation. Alors, en bout, je n'ai pas mis de visuel, j'aurais pu, mais en bout de zone de préparation, on peut faire ce qu'on appelle du picking en cheminée, c'est-à-dire qu'on est plutôt en hauteur, ou alors on creuse au niveau du sol pour avoir une fosse.
On a un système qui nous présente une palette, un support de charge à hauteur d'homme. On met les colis au fur et à mesure qu'on constitue nos couches, la palette baisse d'un niveau, puis on met des colis, puis la palette baisse, etc. Et à la fin, donc la palette sort, elle est pleine. On sait pas, on n'a pas eu besoin d'un escabeau, d'un tabouret pour mettre. Alors évidemment, je plaisante puisque c'est pas du tout sécure de faire ça. On va prendre des nacelles évidemment, mais en tout cas, on n'a pas eu besoin de matériel spécifique pour aller optimiser, puisqu'on va chercher à optimiser les hauteurs de nos palettes aujourd'hui en fonction de la typologie de transport qu'on va avoir derrière. Et donc, ce principe donc, de palettisation en cheminée amène des conditions de travail plutôt sympathiques. Ici, on confie nos palettisations à des robots. Alors attention, hein, quand on empile, il faut que les caisses soient quand même relativement homogènes, ou on travaille par couche. Voilà, on a des fois des applications où on voit donc on met des grandes palettes dans le transport et puis quand ça arrive chez le destinataire, on va les couper en deux de manière à ce qu'elles soient accessibles à taille humaine entre guillemets. Autre exemple ici donc de solution d'automatisation, un cycle complet totalement automatisé avec la dépallettisation, du stockage en bac, de la sortie de marchandises, du prélèvement en robot, de la palettisation et donc de l'expédition. C'est quelque chose qui se fait aussi de plus en plus. Il faut quand même qu'on ait beaucoup de flux pour imaginer ce type de solution. Alors on est déjà à 3/4 d'heure du début de ce webinaire. On a parlé de technologie, on n'a pas vu comment on allait la choisir. Et derrière, j'ai prévu de vous parler donc d'amélioration continue. Donc, vous aurez, si on passe très rapidement sur les slides prochains, évidemment, encore une fois, vous aurez la présentation. Alors, comment on choisit une solution? Déjà, encore une fois, il faut éviter les pièges. Et c'est pas parce que le voisin a cette solution qu'on va appliquer, parce que c'est pas forcément les mêmes critères d'entrée, c'est pas les mêmes besoins de stockage, de flux. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a des notions de saturation qui risquent d'arriver. Et donc, un petit coup de pub pour Simco, aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des donneurs d'ordre qui font appel à un cabinet pour les aider à définir le besoin et à mettre en œuvre. Un tiers le font en propre et puis le reste se partage dans d'autres solutions ou avec les fournisseurs. Et donc, oui, ça coûte un peu plus cher à l'instant T, mais c'est un investissement qui est rentable dans la durée et pas mal de sources économiques le confirment. Alors, on va commencer pour choisir une solution par une étude de faisabilité, c'est qu'on met à plat l'existant. On analyse des historiques de données, on regarde comment ça fonctionne, quels sont les trous dans la raquette dans notre organisation, on va identifier les besoins de demain, on va parler de stock, on va parler de flux, on va parler d'unité d'œuvre, on va transformer la stratégie dont je parlais tout à l'heure, on transforme des unités de gestion en unités d'œuvre, et donc on va aller développer des alternatives, comparer des solutions, en général la plus manuelle, et on va venir à la plus automatisée, de manière à avoir un panel de critères, pas uniquement financiers, mais aussi par rapport à du phasage. C'est important quand on part d'un entrepôt existant, comment est-ce qu'on le transforme, qu'est-ce qu'on fait de nos produits pendant les travaux, de durée d'installation, de complexité en termes de système d'information, de connexion. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, des critères sur lesquels on va nous amener précisément donc, des comparaisons entre différentes solutions. Pour ça, on analyse les besoins en flux, donc les flux d'entrée, le stockage, les flux de sortie en unité, en colis, en carton, en palette, en nombre de camions aussi, entrée-sortie, pour calibrer aussi les notions de quai. Et puis derrière, on va avoir donc tout ce panel de livrables qui est indiqué ici, qui va vous permettre donc de prendre la bonne décision avec le plan directeur, le schéma d'implantation, les engagements, les impacts RH qui vont être directement impacter donc le ROI, donc le calendrier du projet, j'en parlais tout à l'heure. Donc tout ça va vous permettre de choisir la meilleure des solutions, j'allais dire. Et on peut apporter aussi, donc à travers des outils de simulation de flux, à travers des analyses, ce qu'on appelle les stress tests ou les analyses de risque, on peut venir confirmer, valider le fait qu'on a choisi la bonne solution. Et une fois qu'on a choisi, qu'on vous a aidé à prendre la bonne décision et que vous avez dit, moi je veux ce scénario-là, on est en mesure, chez Simco,
de rentrer dans une phase de projet détail, de rentrer dans une phase de simulation de flux, d'accompagnement sur le processus d'achat, cahier des charges et donc appel d'offres, et de vous accompagner tout le long du projet de la mise en place donc, de la solution. Ici, c'est parce qu'on est plutôt sur des solutions et sur des notions d'innovation. Tout à l'heure, on a expliqué, je vous ai expliqué, donc on prend l'ascenseur ou on prend l'escalier. On a pris l'ascenseur, voilà, on a commencé par le luxe. Maintenant, on va faire un peu de sport, on prend l'escalier, on va faire de l'amélioration continue. C'est à ne pas négliger quand on est en mode réorganisation, quand on pense, quand on a donc identifié, pas encore des anomalies, en tout cas on a des constats, on a des retards, on n'arrive pas, ça râle partout, on a de la casse, on a des écarts d'inventaire, nos clients partent en retard, nos camions partent en retard et autres. On va rentrer dans un phénomène aussi, on peut rentrer dans une amélioration continue. Et si j'avais un conseil à vous donner, la phase d'amélioration continue, c'est plutôt une des phases d'entrée qui permet aussi de mieux maîtriser ces processus et de mieux franchir le cap de l'innovation. C'est-à-dire que quand on décide d'innover et d'investir dans un système automatisé, eh bien, le temps du projet permet aussi de rentrer plus précisément dans ces processus et de rentrer, d'aller chercher, puiser donc, quelques outils d'amélioration continue. Alors, cette amélioration continue, c'est une approche Lean. On utilise en tout cas des outils du Lean pour aller la chercher. Lean Manufacturing, c'est la traduction française, c'est l'amélioration continue. Et donc, on va avoir une approche qui va nous permettre non pas d'avoir exclusivement des informations, des consignes descendantes, mais bien de collecter et d'échanger avec les opérateurs et de valoriser des informations remontantes, puisque c'est bien nos opérateurs et nos collaborateurs de terrain qui vivent au quotidien leur entrepôt et leur activité et qui peuvent remonter des sources d'amélioration. Voilà, on est sur des investissements relativement faibles quand on parle d'amélioration continue. Alors, il ne faut pas dire non plus que c'est des investissements qu'on n'a pas le droit à l'investissement, hein, puisque évidemment, il y a des coûts, etc. Mais on va avoir une démarche qui va dire comment je peux me réorganiser, comment je peux optimiser sur la base de l'existant. Et donc, on va vous proposer de travailler sur trois MUDA, MURA, MURI différents. Donc, tout ce qui va être irrégulier, on voit ici un modèle qui est plutôt très parlant sur le MURA. On voit ce petit camion, on a besoin de transporter en tout 6 colis ou 6 palettes. Et donc, à un moment donné, en C1, C4, C1, etc., c'est irrégulier. Bon, on subit aussi les besoins de nos clients hein, et le schéma des commandes. Mais à un moment donné, si on peut travailler sur cette irrégularité, c'est mieux. Le MURI, c'est surcharge. Ouais, j'essaie d'en mettre 6 d'un coup. Et des fois, ça tombe un peu. Donc, attention à la notion de surcharge. Et puis, le MUDA, c'est le gaspillage. C'est que je peux en mettre 3 sur un camion, mais je pars avec 2. Et j'ai du temps avec, ou si on va la rajouter, on verra donc cette notion de gaspillage. Et donc, on va travailler déjà sur ces 3 critères qui nous semblent quand même assez importants. L'amélioration continue, c'est travailler sur les process, c'est travailler sur le management, c'est travailler sur les notions donc d'implantation, là aussi d'aménagement des postes de travail, de manière à ne pas avoir 300 fois dans la journée à traverser une allée, attendre que les chariots passent et faire 3 mètres pour aller déposer un papier et puis revenir sur son poste de travail. Voilà, typiquement ici, c'est des choses sur lesquelles on va travailler en termes d'amélioration continue. Et donc, on va travailler sur les processus, on va travailler sur l'humain et on va travailler sur tous ces aménagements avec différents critères. Hein. C'est le temps de trajet, voilà, le fait de traverser cette allée, la précision du travail effectué, la notion de productivité, ça c'est important. Hein. Il faut surveiller et c'est pas une opération spot. L'amélioration continue, on est dans un cycle avec ce fameux PDCA, Plan Do Check Act, où on va donc mettre cette petite cale qui va nous permettre d'éviter de retomber derrière, puisque
des fois, on mène une action spot dans un entrepôt et puis on pense que c'est résolu, donc on va mener une autre action spot à côté, puis une autre à côté. Et puis la première qu'on a fait, le soufflet est retombé et donc on recommence à zéro. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser aussi ces process et de ne pas travailler donc, à flux perdu. Un exemple ici, donc sur le mur de processus, où on a un ratio, une corrélation donc, entre performance et conditions opératoires. C'est que on va comparer le nombre de lignes qu'on fait par mission, un lancement de préparation, avec la productivité. Et ce qu'on se rend compte ici sur cette courbe, hein, qui est un cas concret client, ben, c'est que plus on met de lignes dans une mission, et quelque part, ben, plus on fait le tour de l'entrepôt, mais avec plus de lignes, et plus on gagne en productivité, parce que si on envoie les gens faire des petites commandes, ben, à chaque fois, ils vont faire des allers-retours dans l'entrepôt et revenir, et donc on va perdre donc, en termes de productivité. Le coefficient ici est facilement de 1 à 3, donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant à travailler, et on fait rarement, alors on ne va pas faire que du pointage et du chronométrage, mais on fait rarement ce type d'indicateur et je vous conseille d'aller le chercher. Et donc, on a pour ça, on a des études donc, de méthode, on a des études de temps, on peut mettre en place, c'est dans la littérature de Lean en tout cas, donc des notions de système de récompense, mais alors il faut voir, et ça se réfléchit évidemment avec les RH. Mais voilà, on étudie des méthodes, on étudie des temps, à la fois pour les déterminer, à la fois pour les appliquer. C'est important parce que quand on vient avec un chronomètre devant un opérateur, ben, soit l'opérateur joue le jeu, soit il se dit oh là là, mais ce qu'on va chronométrer, c'est mon temps de référence, donc je vais y aller tranquille, ou au contraire, il prend un coup de stress, il dit il faut que je fasse très vite. Et donc, du coup, dans les deux derniers cas, ça va forcément perturber ce temps de référence. Donc, il faut qu'on fasse aussi attention à la manière dont on explique les choses quand on fait donc, ces systèmes de chronométrage et qu'on mesure nos processus. Ce qui est intéressant dans les processus, c'est de voir finalement, d'aller faire quasiment un Pareto. On n'est pas tout à fait au 80-20, mais pas loin. J'ai 80% de mon temps qui est occupé par 20% de mes tâches. Et donc, on a ici, on va découper à la fin de ces mesures, on va regarder quel temps on passe par tâche, de manière à pouvoir aller identifier celles qui prennent le plus de temps et voir si on peut gagner. Hein, c'est le principe du quick win, hein, c'est que je mène une action qui va tout de suite faire baisser la tension et donc permettre d'aller rapidement et à coût moyen, à coût faible, répondre à une situation d'un entrepôt. En parallèle de ça, en parallèle de ces tâches, on va se poser la question si elles ont ou pas de la valeur ajoutée. C'est un peu, on se rapproche donc de la notion de VSM, Value Stream Mapping, où donc on va identifier cette notion, dire ben voilà, ce que je fais, non seulement ça prend du temps, mais en plus ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. C'est là qu'on va se poser la question, alors même si on est en amélioration continue, on va se dire mais là je paye un cariste qui fait des allers-retours d'entrepôt tous les jours, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 10 fois par heure. Est-ce que je ne devrais pas analyser la rentabilité d'un système AGV, AMR qui vient bouger ma palette, la prendre du point A, l'amener au point B, sans forcément de complexité d'organisation, mais juste ça, avoir un couloir dédié de manière à pouvoir faciliter ce trajet et utiliser donc la matière grise de mon opérateur à autre chose que juste faire des allers-retours dans l'entrepôt. Et puis, on parle d'aller-retour, on parle de temps de travail. Donc, il y a des optimisations à faire en termes d'organisation, en termes de chemin de préparation, en termes d'implantation picking. C'est des classes ABC, à la fois sur les emplacements, à la fois sur les produits. Donc, on rentre dans des choses qui sont relativement classiques, mais qui finalement ne sont pas forcément appliquées ou sont appliquées de manière pas forcément régulière dans les entreprises. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Là aussi, on a des gains à faire quand on sait que, encore une fois, je vais reciter le Pareto, qu'on fait 80% du volume en général avec 20% des articles. Il faut que ces 20% des articles soient plus proches avec, et on le verra à la fin de ce webinaire sur une petite vidéo,
le fait de faire attention à ce que on n'ait pas de suractivité à un moment donné qui peuvent générer le fait de mettre tous les produits vraiment au même endroit. Ben, ça veut dire qu'on on va amener beaucoup d'opérateurs au même endroit en même temps, donc on va perdre du temps d'attente, des risques de se prendre des palettes dans les chevilles, etc. Donc risque d'accident de travail, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et on a des solutions alternatives aussi sur ces notions de classe ABC qui vont prendre en compte aussi les volumes des produits de manière à pouvoir proposer quelque chose de cohérent dans la solution. Bon, alors en amélioration continue en entrepôt, si on ne parlait pas d'implantation picking, ben, je pense qu'on n'en parlerait pas du tout. Donc voilà, différentes organisations de picking, on traverse, on fait des retours, on fait des retours du plus grand écart. Donc voilà, à chaque fois, donc, on a des parcours différents qui nous permettent ici, pour le même prélèvement, de passer de 226 mètres parcourus, 278 mètres parcourus à 192. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Là aussi, il a fallu imaginer, calculer, reporter des temps. C'est là aussi un cas réel. C'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Nos WMS, là aussi, sont en mesure de nous aider. Et là, on va définir c'est quoi une vague de préparation, comment on fait pour prélever, et donc les différentes stratégies de préparation. On est là ici donc en person to goods, donc on va chercher les marchandises. Donc je pars, tout à l'heure on disait, plus on part avec un nombre de lignes important dans l'entrepôt et plus on gagne en productivité. Bien là, c'est exactement ça. C'est je fais un grand tour. Est-ce que je prends une commande, deux commandes, trois commandes? Est-ce que je groupe? Est-ce que je prends mon chariot qui me permet de faire directement mon dispatch de commandes quand je fais ma préparation? Ou est-ce qu'au contraire, je mets tout dans un même contenant, je reviens sur une table et je dispatche par commande? Là aussi, il n'y a pas de vérité. C'est lié à la typologie des commandes, à la typologie de votre activité, de vos produits, etc. Et donc, c'est des études spécifiques qu'il faut mener dans ces cas-là. On a une notion ici de routage qui permet d'avoir la carte, donc une analyse à la fois horizontale et verticale pour là aussi positionner les produits en fonction de leur volume, de leur poids, de leur fréquence de prélèvement, faire en sorte que on ne soit pas sans arrêt en train de se baisser ou d'être sur la pointe des pieds. C'est quelque chose qui est important. Et là, plus on protège l'humain à travers l'ergonomie des postes de travail, et plus on se protège aussi de la fatigue, et la fatigue générant à la fois des potentiels arrêts de travail, mais aussi des erreurs de préparation, des casses et autres. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est extraite de notre outil de simulation de flux et donc qui permet ici de simuler, c'est là aussi un cas réel, de simuler des implantations picking avec donc des préparateurs qui vont dans les allées. Et donc, c'est comme une carte de chaleur. On a des points rouges à un instant de la journée. On dit attention ici sur la base d'une journée d'activité type. Si on a telle implantation, on a trop de monde à tel endroit. Donc, on vient moduler finalement cette carte ABC avec ces notions donc, de carte de chaleur, d'implantation, et ce qui permet derrière d'avoir ce bon équilibre entre la classe de rotation et donc le fait de séparer correctement et de dispatcher correctement les produits A des produits B. C'est un peu une course contre la montre. On arrive à la conclusion de ce webinaire. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci en tout cas de participer à cette édition. 7 points qui vous permet d'aller, je dirais, éviter les points faibles, si ce n'est de les éradiquer totalement. La méthode qui est importante, qui est capitale. On en a parlé un petit peu au milieu de ce webinaire. C'est capital d'avoir une méthode solide et éprouvée. Et encore une fois, la méthode, nous, on peut la partager donc, avec vous et l'appliquer chez vous. Consacrer le temps, il ne faut pas négliger le temps, les ressources nécessaires à des projets. Ça ne sert à rien de courir, même si des fois on est dans des situations d'urgence. Prenons le temps d'analyser, de regarder, puisque derrière, on sait que vraisemblablement, on va quand même devoir être obligé de faire un petit chèque pour s'améliorer si on va au-delà de l'amélioration continue. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur ces notions d'investissement, parce que derrière, c'est aussi nos clients qui en subiraient les conséquences, et peut-être pas que les clients d'ailleurs.
Ne pas sous-estimer la qualité des compétences nécessaires et la neutralité, c'est quelque chose d'important. Là aussi, hein, je voulais dire en début de webinaire qu'on a cette neutralité, cette autonomie complète, cette liberté vis-à-vis des fournisseurs de marché. Je vous parle de technologie et pas de nom de fournisseur. Concevoir dans une optique de plan directeur en regardant vers l'avenir, toujours, parce que les projets, des fois, sont longs. Et si on n'a pas cette vision à long terme, une fois que le projet est en place, des fois, c'est déjà trop tard et on est déjà en saturation. Développer des solutions comparer des solutions alternatives, jamais qu'une seule solution sur le plan de travail. Utiliser des outils de conception avancés, comme la simulation de flux, qui est vraiment une garantie d'investissement, et puis évaluer l'impact des solutions identifiées sur l'exploitation d'entreprise. Il faut savoir finalement, OK, on va bouger cette partie-là de notre entrepôt, d'usine de distribution, mais quel impact ça a en aval, en amont avec les parties prenantes. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et donc, le facteur clé de succès, par rapport à l'innovation, c'est la méthodologie, c'est le temps consacré, c'est l'expérience des gens qui sont autour de la table et c'est les outils qui sont proposés. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est important. On a parlé d'innovation, on a parlé d'amélioration continue, mais il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, on arrive au bout de cet exercice. Place aux questions maintenant. Je ne sais pas si vous en avez posé ou pas, je vais regarder tout de suite. Sachez que on peut se retrouver à travers ces webinaires donc en octobre et en décembre pour parler système d'information et automatisation. C'est plutôt gros volume, mais pour monter et aller exploiter là toute cette hauteur qui est au-dessus de nos étagères dans les entrepôts et qui n'est pas exploitée aujourd'hui au prix du mètre carré et avec la raréfaction des surfaces. Pour ceux qui sont dans la région, retrouvez-nous également samedi 20 septembre sur le salon Viva Factory. C'est place de Beaune à Chalon-sur-Saône, où donc on va montrer quels peuvent être les apports d'un cabinet de conseil pour le milieu et le tissu industriel. Alors, place aux questions. Est-ce que j'ai des questions? J'ai des questions. Est-ce que l'amélioration des technologies de picking signifie une amélioration importante des conditions de travail? Est-ce que cela peut permettre une embauche plus facile, une fidélisation de la main-d'œuvre? Alors, deux choses dans votre question. L'amélioration de technologie de picking signifie amélioration importante des conditions de travail. En tout cas, c'est bien l'objectif qu'il faut qu'on ait. Si c'est apporter des améliorations justement en détruisant plutôt et sans tenir compte des conditions de travail, c'est quelque chose qui va être voué à l'échec. On parle aujourd'hui d'industrie 5.0, donc aussi de logistique 5.0. Le 4.0, c'est les machines par to machine. Le 5.0, c'est les machines par to machine, mais à côté, il y a des hommes et il y a une notion de RSE. C'est important, je pense aujourd'hui, très important, d'analyser les conditions de travail. Vous le dites vous-même, est-ce que ça permet de fidéliser? Oui, ça permet de fidéliser. Pourquoi? Parce que à la base, un travail en entrepôt n'est pas forcément très vendeur. Quand on amène un petit peu de technologie, quand on amène des systèmes un peu plus sympathiques, il y a une fierté qui arrive au niveau des collaborateurs et ça, on le constate régulièrement. Donc oui, amener de la technologie, amener de l'innovation et des meilleures conditions de travail permet de fidéliser là où aujourd'hui on a du mal à embaucher dans nos entreprises. Une autre question, quels sont les outils disponibles pour évaluer les stratégies de routage et simuler les implantations picking? Alors, c'est des outils de simulation de flux essentiellement qui permettent d'avoir à la fois une vision 3D et à la fois donc un aspect donc de développement statistique important avec une multitude de paramètres d'entrée qui jouent des rôles qui permettent de simuler soit une activité humaine, soit une activité mécanisée. On va l'utiliser beaucoup quand on est dans des processus très imbriqués et ça va permettre de tester des organisations et de tester des évolutions sans aller perturber ni les collaborateurs ni les clients à l'autre bout. On utilise Flexim chez Simcook, qui est un outil qui est plutôt intéressant puisque c'est alors faut être formé évidemment pour
faire la modélisation, pour faire le modèle. Mais une fois qu'on a fait le modèle, on peut vous le confier et vous avez une version express du logiciel qui vous permet de lire le modèle, de modifier des paramètres d'entrée et de voir les conséquences de ces paramètres. C'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur cet outil. C'est quelque chose qui est très performant et qui vous donne une autonomie, j'allais dire, derrière, non pas pour modifier le modèle, mais encore une fois pour modifier les points d'entrée. Ensuite, j'ai une question très délicate, je vais voter en touche, je crois. Quel est le process de picking le plus productif en unités par heure? Alors en fait, dans le picking, vous l'aurez vu, il y a les systèmes automatisés et puis après il y a la consolidation de la commande avec le fait de recevoir des colis et puis de les mettre dans les bonnes cases et dans les bonnes commandes. Donc à un moment donné, on va être limité par les capacités en hommes. On peut multiplier les postes de colisage. Aujourd'hui, incontestablement, les systèmes qui ont la plus grosse productivité donc de dépose et de présentation de bacs à un opérateur, c'est tout ce qui va utiliser des shuttles, puisqu'on peut multiplier des shuttles. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je ne pense pas me tromper en disant ça maintenant, puisqu'on a vu tout à l'heure sur Exotech notamment, donc avec le Clean Robot, qu'on peut aller jusqu'à 500 unités donc, par heure. Donc, et par poste de travail. Donc après, le boulet d'étranglement, ça va être évidemment le poste de travail. Mais à disposition pour en discuter. Encore une fois, attention, je vous donne un élément. Cet élément, encore une fois, il n'y a pas de standard. Ça dépend de vos produits, ça dépend de votre activité, ça dépend quand même de beaucoup de choses. Une autre question, comment implanter les pickings en fonction de la rotation, nombre de prélèvements, le volume et le poids? Ça, je vous propose peut-être de vous envoyer, si ça vous intéresse, un petit slide spécifique sur le sujet. L'implantation, alors évidemment, on a donc on a des fois des calculs. Alors c'est ce que je vous enverrai. On a un calcul, une matrice qui permet à la fois de prendre en compte cette fameuse classe de rotation. Donc quelque part la fréquence, parce qu'attention, hein, une classe de rotation peut se calculer en nombre d'unités, mais aussi en nombre de lignes. Donc, je peux avoir un produit qui tourne beaucoup, mais si à chaque fois j'y vais, j'en prends 1000, alors que le copain à côté, j'en prends que 2, ben forcément, on n'y va pas souvent, mais on est en tête en termes de classe de rotation. Donc, déjà, la classe de rotation, on la fait soit au colis, enfin l'unité, de prélèvement, soit au nombre de lignes, puisque c'est le nombre de fois où l'opérateur va se présenter devant le picking. Et donc, alors on doit avoir un webinaire qui doit être dédié à ça, et je pense sur l'amélioration continue, vraiment spécifiquement, que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui doit permettre d'avoir cette notion où on fait justement, on a ce calcul avec la rotation, le volume, donc, et donc cette partie poids. Oui, je crois qu'il y a la partie poids aussi qui rentre dans le calcul. Je suis un petit peu flou sur ma réponse, mais j'essaierai de vous retrouver réponse à votre question. Ensuite, j'ai encore une question. Est-ce que les AMR sont utiles dans la préparation colis classique? Si oui, dans quel contexte? Alors, un AMR, c'est soit on va l'utiliser pour prendre une étagère et suivre un opérateur pour pouvoir alléger les opérations de cet opérateur. On a aujourd'hui des AMR qui sont même équipés donc, de bras de robot directement, donc qui peuvent permettre d'aller plus loin. Sur la préparation des colis classiques, un AMR, c'est quand même un système qui va vous permettre d'emmener des marchandises du point A au point B, donc qui va permettre plutôt d'économiser donc des mètres ou des kilomètres de déplacement. Sur la préparation des colis en elle-même, effectivement, c'est soit on met une étagère dessus ou un contenant en bac et donc il accompagne un opérateur, soit c'est le principe d'AMR qui amène donc les étagères mobiles dont on a parlé pendant le webinaire.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà. On a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, vous avez ici, voilà, une adresse mail, b.cudel@simcoconsulting.com. Vous pouvez faire simco@simcoconsulting.com, c'est encore plus simple. N'hésitez pas à nous faire part donc de votre retour, de vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé 7h15 donc, ensemble. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Encore une fois, si vous avez des questions, des projets, n'hésitez pas, faites-nous en part et c'est avec plaisir qu'on vous répondra, c'est sans engagement évidemment. Merci beaucoup, bon après-midi à tout le monde et très bon week-end à suivre. Au revoir.